Le réseau d'Orange a subi une panne nationale d'assez grande ampleur fin juillet suite à une défaillance logicielle. Ce type de panne peut-il se reproduire aujourd'hui? Alors, ce type de panne, on espère qu'elle ne va pas se reproduire, mais évidemment, on est tombé sur une panne d'un système central du réseau mobile, donc c'est le point le plus dangereux, je dirais, dans un réseau mobile, puisque quand ce système-là, qui est le dispositif central, a un problème, et ça a inévitablement des répercussions, et il y a déjà eu d'autres pannes en France, il y en a déjà eu de par le monde, donc c'est des éléments très fragiles, donc dire qu'il n'y en aura plus jamais, ça c'est probablement un peu présomptueux de le dire. La réaction des pouvoirs publics, ça avait été annoncé par Fleur Pellerin, c'est que dans l'évolution de la réglementation des télécoms, on est en train de mettre en place un dispositif qui permet à l'État français de mener des audits à la demande du ministre au sein des réseaux des opérateurs de télécom. Donc le décret qui permet ceci vient d'être publié il y a quelques jours. Donc maintenant l'État a la possibilité de mener des audits. Les opérateurs de télécommunications sont-ils bien préparés à l'évolution des réseaux de plus en plus ouverts et aux risques liés à la sécurité? Je crois que personne n'est aujourd'hui véritablement bien préparé aux attaques informatiques, ce qui est mon cœur de métier. Alors, je ne veux pas dire par là que personne ne fait rien, mais je dirais, malheureusement aujourd'hui, les attaques informatiques se développent à grande vitesse et c'est quelque chose qu'on a dans notre cœur de préoccupation que depuis quelques années. Et donc malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, aucun grand opérateur, que ce soit un opérateur télécom ou un opérateur industriel aujourd'hui, n'est complètement préparé au risque d'attaque informatique. Il y a par ailleurs des attaques informatiques dans lesquelles c'est très très difficile de se préparer. Les attaques en déni de service, par exemple les attaques en saturation, quand vous saturez un réseau de télécom, malheureusement il n'y a pas beaucoup de réponses à ce problème. Quel rôle joue l'État dans le domaine de la sécurité des réseaux de télécommunications? D'abord, c'est un sujet nouveau. Et donc l'État, de plus en plus, se préoccupe de ces questions. Donc historiquement, ce n'était pas véritablement un sujet, la problématique n'existait pas. Et donc aujourd'hui, l'État a mis en place une capacité de cyberdéfense et de cybersécurité qui est principalement centralisée au sein de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, que je dirige, dont le rôle est à la fois d'assurer de la prévention, c'est-à-dire d'aider les administrations, les grands opérateurs à se sécuriser, donc leur apporter une aide concrète sur des problèmes techniques. Et puis deuxièmement, en cas d'attaque informatique, de piloter la réaction, c'est-à-dire si la France est attaquée, si une infrastructure nationale est attaquée, on est chargé de piloter la réponse, donc d'organiser les mesures de sécurité, de coordonner l'action des différents services de l'État, d'aider les opérateurs à remettre en état leur réseau, de comprendre techniquement ce qui se passe en matière d'attaque informatique. Estimez-vous qu'il existe des risques systémiques d'effondrement du système Internet? Je crois que personne ne peut vraiment répondre à cette question. Enfin, en tout cas, je suis incapable de vous répondre oui de façon affirmative ou non de façon affirmative. En tout état de cause, aujourd'hui, l'Internet ne s'est jamais effondré. Donc, est-ce qu'il y a un risque systémique? C'est difficile de répondre à cette question. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque qu'en menant des attaques informatiques, on puisse faire dysfonctionner des parts entiers de systèmes d'information ou d'Internet? Ça, la réponse, elle est clairement oui. Et pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ça, c'est de l'informatique, tout ça, c'est du logiciel, et donc, d'une façon ou d'une autre, des personnes à des fins malveillantes peuvent vouloir pénétrer ces systèmes et générer du dysfonctionnement. Donc de toute façon, il y a un risque d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il y a un risque systémique d'effondrement? C'est vraiment difficile de répondre. Le deuxième sujet, c'est que les réseaux deviennent de plus en plus complexes. On le voit avec l'arrivée des nouvelles technologies, l'intégration voix-données, l'arrivée de la 4G. Et donc, qui dit grande complexité, dit évidemment difficulté à maîtriser complètement la chaîne technique, et donc d'une certaine façon il y a un certain risque. IPv6 par exemple, IPv6 qui est en train d'arriver, du point de vue de la sécurité c'est une bonne chose, parce que le protocole en lui-même intègre des dispositifs de sécurité qu'on n'avait pas dans IPv4, donc de certains points de vue c'est meilleur. D'un autre côté, IPv6 c'est beaucoup plus compliqué techniquement à mettre en œuvre qu'IPv4. Donc si vous êtes face à des gens qui ne maîtrisent pas la technologie et qui la mettent en œuvre de façon simple, sans avoir vraiment réfléchi, si ça se trouve, vous pouvez vous trouver dans un système qui est moins sécurisé qu'IPv4. Donc la complexité, la gestion de la complexité et la maîtrise
par un opérateur typiquement de ses propres processus technologiques est un sujet en soi. Les smartphones ajoutent-ils à la complexité ambiante? Enfin, la complexité, je ne sais pas, mais ajoute au risque, oui, parce que un téléphone, historiquement, c'est quand même un objet qui était extrêmement simple. Donc, qui dit simple, dit, dans notre jargon, une surface d'attaque assez réduite. Aujourd'hui, un téléphone, un smartphone, c'est grosso modo un ordinateur. C'est un ordinateur en plus simple. Quand je dis en plus simple, c'est-à-dire en moins sécurisé. On n'a pas tous les dispositifs, on n'a pas tout le recul. D'abord, il n'y a pas la puissance de calcul qu'il y a dans un ordinateur que vous avez sur votre bureau ou dans un serveur. Donc, grosso modo, un smartphone, c'est un ordinateur plus simple, avec moins de sécurité, et par ailleurs qui a été conçu essentiellement pour l'utilisation du loisir. Donc, un smartphone, par nature, c'est un objet qui est très peu sécurisé. Et donc forcément, et d'ailleurs on voit ce qui se passe, il y a quasiment toutes les semaines dans la presse, de la publication de vulnérabilités sur les smartphones. Donc les smartphones sont des outils effectivement qui sont beaucoup plus vulnérables du point de vue de la sécurité que ce que pouvait l'être un téléphone il y a de ça 2 ans ou de ce que peut l'être un ordinateur tel que vous l'avez sur votre bureau. Et le cloud? Le cloud, d'abord il y a 2 choses dans le cloud. Il y a de la technologie, c'est-à-dire de la virtualisation, c'est-à-dire une couche d'abstraction qui vous permet de faire abstraction justement de la technique de vos serveurs. Donc bon, cette technologie, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas plus dangereuse qu'une autre. Donc c'est plutôt bien, ça permet de faire de l'économie physique, ça permet de réduire la consommation énergétique. Donc la technologie qui est derrière le cloud est une bonne technologie, pour autant qu'il y ait des bonnes et des mauvaises technologies. Après, c'est l'usage que l'on en fait qui pose problème. Aujourd'hui, le cloud, pour nous, c'est souvent vu, enfin on le voit souvent quand c'est mis en œuvre par les entreprises, comme le degré ultime de l'externalisation. C'est-à-dire, voilà, pour faire des économies, pour me simplifier, je vais donner l'ensemble de mes données et l'ensemble de mon système d'information à un opérateur du cloud. Et généralement, je ne vais pas me poser la question de savoir quelles règles de sécurité s'appliquent à ces données. Je les donne et c'est mon opérateur qui va décider du niveau de sécurité. C'est un peu comme quand vous installez un logiciel et puis vous savez, on vous fait lire, enfin vous cliquez sans lire toutes les clauses, etc. Dans le cloud, c'est un peu ça. Vous donnez vos données et puis vous abandonnez toute notion de souveraineté, y compris de l'entreprise, sur ces données. C'est-à-dire vous ne savez plus quel droit s'applique à ces données. Vous ne savez pas, par exemple, est-ce que votre opérateur de cloud les sauvegarde ou pas. Vous ne savez pas où il les stocke. Vous ne savez pas s'il les chiffre. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir le joindre le week-end ou pas, etc., etc. Donc le cloud en lui-même, c'est plutôt une bonne technologie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre de gens, et notamment d'industriels, font appel au cloud sans véritablement se poser la question de qu'est-ce que je veux comme sécurité, qu'est-ce que je veux comme règle, qu'est-ce que je veux comme soutien, qu'est-ce que je veux comme règle de sauvegarde, etc. C'est la raison pour laquelle nous, par exemple, on a publié un guide d'externalisation qui fixe un certain nombre de clauses, par exemple, de questions à poser à votre opérateur. C'est aussi pour ça que l'État soutient la création de 2 opérateurs de cloud qui, par nature, vont intégrer un certain nombre de règles de sécurité qui, par défaut, seront meilleures qu'un opérateur sur lequel on n'a aucun contrôle, aucune règle de sécurité s'applique, etc. Mais notre principale recommandation, c'est, avant de plonger dans le cloud, poser un certain nombre de questions à votre opérateur pour savoir s'il est capable de répondre à vos exigences de sécurité.